bienvenue dans le débat de France 24. Audrey Racine, vous le disiez à l'instant, des milliers de Grecs sont descendus ce mercredi dans les rues du pays. Une fois encore, ils protestent contre les mesures d'austérité que leur impose le gouvernement qui doit impérativement réduire son déficit public. La Grèce pourrait avoir besoin d'un second plan de sauvetage de 60 milliards d'euros. Des inspecteurs de l'Union européenne et du FMI font d'ailleurs en ce moment le point à Athènes sur la situation budgétaire de la Grèce. Alors comment expliquer que le premier plan de 110 milliards d'euros ne fonctionne pas? Un second plan de sauvetage, ça veut dire quoi pour les Grecs? Réduire encore leur niveau de vie? Le pays doit-il sortir de l'euro, de la zone euro? Plus largement, l'Europe court-elle à la faillite? Nous posons toutes ces questions à nos invités. Je vous les présente tout de suite. Lim Ang Nok, bonsoir. Vous êtes économiste, député européen, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires. Laurent Pinsol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Debout la République et vous êtes pour sortir de l'euro. Vous nous expliquerez pourquoi. Sofiane Aboura, bonsoir. Vous êtes professeur de finance à Paris-Dauphine et en direct d'Athènes. On devrait le retrouver dans un instant. Petros Linardos, qui est économiste à l'Institut du travail de la GSEE, qui est l'un des principaux syndicats grecs, qui est la Confédération des travailleurs de Grèce. Voilà, et nous voyons Petros Linardos à l'image. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de commencer, on revient, si vous le voulez bien, en image sur cette nouvelle journée de colère en Grèce. Des milliers de personnes ont protesté dans tout le pays contre les sacrifices qui leur sont imposés. Une grève alors que de nouvelles mesures d'austérité pourraient être décidées assez rapidement. À coups de gaz lacrymogène, la police tente de disperser la foule. Quelques minutes plus tôt, des heurts en marge des manifestations avaient éclaté entre protestataires et forces de l'ordre. Les premiers blessés se mettent à l'abri pour se faire soigner. Déjà à genoux, après 11 mois d'austérité, les Grecs ont immédiatement réagi à la rumeur. Le gouvernement pourrait imposer à ses citoyens de nouveaux sacrifices. Ils détruisent nos vies avec leurs mesures. Ils les détruisent vraiment. Combien de temps va-t-on devoir supporter ça? Et des mesures encore plus dures ne vont pas tarder. Ces mesures ne changent rien du tout. La seule chose qui change, c'est que les gens sont de plus en plus pauvres et les mesures sont toutes contre nous. Un an après le plan de sauvetage, l'économie grecque peine toujours à se remettre sur pied. Avec une dette de 350 milliards d'euros, les 110 milliards prêtés il y a un an par l'Union européenne et le FMI s'avèrent insuffisants. Le pays aurait besoin de 30 à 60 milliards d'euros supplémentaires d'ici la mi-2013. De l'argent qui serait versé une fois de plus par les instances internationales. Mais avant d'envisager de mettre la main à la poche, depuis mardi, une équipe conjointe du FMI, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne épluche les comptes grecs. En attendant leur conclusion prévue le 12 juin, Paris et Berlin martèlent que l'essentiel de l'effort doit venir de la Grèce elle-même. Le Parlement doit voter un nouveau train de mesures pour économiser 23 milliards d'ici 2015, une annonce qui risque de provoquer une autre vague de grève et de colère. Et on part tout de suite à Athènes, où l'on retrouve Petros Linardos. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire, Petros Linardos, que les Grecs sont au bout du bout? Le salaire moyen en Grèce est de 700 € et qu'il n'est pas question pour eux de se serrer à nouveau la ceinture, de faire de nouveaux sacrifices? Oui, écoutez, il y a en effet un refus de faire de nouveaux sacrifices, une colère à cause du fait qu'après un an de mesures d'austérité, on n'est pas sorti de cette histoire et il semble qu'il va y avoir un nouveau plan d'austérité. Je dois vous dire que la colère monte. Notre institut, l'Institut des syndicats, prévoit pour la fin de l'année un taux de chômage de 22%. Vous savez, c'est vraiment une pente très très difficile et il semble qu'il n'y a rien à l'horizon qui puisse remédier à cette situation. Petros Linardos, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs déjà les sacrifices qu'ont dû faire les Grecs avec ce plan d'austérité? Concrètement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans leur vie aux Grecs? Il y a une diminution générale des salaires dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Une diminution qui va avec une déréglementation du marché du travail.
Les licenciements sont devenus quasiment libres. Maintenant, les employeurs peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent sur le marché du travail. Une grande partie, plus d'1 million de travailleurs, ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. On est dans une situation qui est unique dans toute l'histoire d'après-guerre. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, vous comprenez qu'avec les prévisions qu'il y a pour le chômage, on va dans une situation absolument impossible. Merci Petros Liniardos. Vous restez avec nous. Sofiane Aboura, Petros Liniardos vous disait à l'instant, ce plan, ça fait maintenant 1 an qu'il a été voté, 110 milliards d'euros, ce premier plan de sauvetage. Et malgré cela, eh bien, le chômage ne baisse pas. On parle d'un taux de chômage, il nous le disait à l'instant, de 22%. Et puis, les Grecs n'arrivent pas à réduire leur déficit public. Pourquoi ce premier plan de sauvetage ne fonctionne pas? Alors déjà, un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros, c'est important par rapport à un PIB de 250 milliards d'euros. Il y a eu un effort qui a été consenti par le gouvernement du PASOK socialiste, puisqu'il avait ramené le déficit public de 15 à 10%. Mais malgré ça, la dette, avec ce plan de sauvetage, est montée à 140%, qui est le niveau d'endettement par rapport au PIB le plus élevé de l'Union européenne. Et vraisemblablement, il faut encore. Mais il l'a dit, baisse des salaires, on devrait rajouter hausse des taux à 2 ans. 20%, à 10 ans, 16%. Le coût de la protection contre le risque de défaut, 13%. C'est-à-dire que si moi, je prête à l'État grec 1 million d'euros, si je veux me prémunir contre le fait qu'il ne puisse pas me rembourser, je dois payer 130 000 euros, ce qui est gigantesque. C'est 100 fois plus ce qu'on devrait payer. Et donc, malgré l'effort qui a été consenti, on voit bien qu'une devise qui a un niveau très élevé, puisque en 2 mots, l'Union européenne est la première zone économique et commerciale, donc ces marchandises sont très demandées. Ça veut dire que sa devise est très demandée pour acheter ces marchandises, donc elle s'apprécie. La monnaie chinoise est fixée par une parité. La monnaie américaine est manipulée par la Banque centrale américaine. Résultat des courses, la zone euro a une devise qui est très forte, beaucoup trop forte par rapport historiquement aux pays du sud de l'Union européenne, qui habituellement n'étaient pas habitués à ce niveau de devise. Donc ce qu'il manque à la Grèce, c'est un modèle productif. Donc si je vous comprends bien, le déficit, lui, a été réduit. En revanche, c'est la dette qui a augmenté. Elle a augmenté d'1,5 fois le PIB. D'accord, avec des taux d'intérêt qui sont gigantesques. 20% à 2 ans, c'est énorme. Lim Ang-nok, est-ce qu'on n'avait pas d'autre choix que ce plan d'austérité? Il fallait passer par ce plan d'austérité? Mais malheureusement, les institutions européennes et le Fonds monétaire international sont aujourd'hui crispés sur l'idée que la seule solution, ce sont des politiques d'austérité. Et moi, ce que je vois à Bruxelles, c'est revenir en force depuis 1 an et demi maintenant, les politiques néolibérales en version de plus en plus dure, en version plus dure qu'avant la crise. Or, c'est des politiques qui avaient déjà mené l'Europe et en particulier la zone euro à une situation de croissance extrêmement molle avant le déclenchement de la crise. Et on repart de plus belle. Moi, je ne vois pas comment les Grecs s'en sortent dans ces conditions, parce que les plans d'austérité vont tuer la croissance. Monsieur Liniardos l'a rappelé. Plus, en fait. Ils n'ont plus les moyens de consommer. Ça va casser la croissance. Donc moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales. Dans un pays qui a déjà des problèmes de recouvrement fiscal, parce qu'il y a de la fraude fiscale qui existait avant l'arrivée de M. Papandréou au pouvoir. Et du coup, tout le monde sait que la Grèce va devoir tôt ou tard restructurer sa dette. Donc ça, c'est une première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est que malheureusement, la Banque centrale a arrêté de racheter sur le marché secondaire récemment de la dette souveraine grecque, et ça a fait aussi bondir les taux. Donc il faut que la Banque centrale aussi prenne ses responsabilités et fasse comme le fait la Banque centrale américaine et comme la Banque centrale britannique dans ces cas-là, lorsque les taux se tendent, eh bien qu'elle rachète massivement de la dette grecque, qu'elle intervienne pour racheter cette dette et permettre au gouvernement de diversifier les sources de financement de sa dette. Et puis, troisième chose, il faut que dans le cadre de la gouvernance économique européenne, eh bien, au lieu de durcir le pacte de stabilité, on l'assouplisse pour permettre notamment à tous les États membres, dont la Grèce, d'exclure ce qu'on appelle les dépenses d'investissement du calcul des déficits, parce que l'autre stratégie pour remettre sur pied les économies, l'autre stratégie vis-à-vis de la déflation salariale qu'on impose aujourd'hui,
L'autre modèle, c'est un modèle qui refait de l'investissement et de la politique industrielle quelque chose de central en matière économique. Et ça, aujourd'hui, tous les gouvernements n'ont pas les moyens de faire de l'investissement, dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie UE 2020, parce qu'ils sont condamnés à des politiques d'austérité par les institutions européennes. Laurent Passol, ce plan d'austérité, il n'y avait pas d'autres solutions que de l'imposer aux Grecs? Bien sûr qu'il y avait d'autres solutions. Alors je vais partager un certain nombre d'analyses en fait, des personnes qui sont en face. Il est clair qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir monétiser la dette, qu'aujourd'hui, l'austérité ne mène à rien. En fait, on ne fait qu'amplifier... C'est en tout cas le sentiment qu'on a, puisque ça fait 1 an que ce plan est mis en truc et qu'on n'avance pas. Et dans 2 ans, même si ce plan est adopté, le problème sera encore plus gros. Parce que début 2013, la dette de la Grèce sera 160% du PIB, le PIB aura encore plus reculé, et donc on aura un pays affaibli qui se retrouvera face à des échéances qui seront encore plus importantes. Donc là, aujourd'hui, on est en train de gagner du temps, mais en affaiblissant le pays, et donc du coup on affaiblit la Grèce. Il y avait clairement il y a un autre point qu'il faudrait ajouter, c'est le problème de compétitivité de la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce a un déficit commercial qui est colossal aujourd'hui, du fait que ses coûts salariaux ont progressé d'environ 40% depuis 10 ans, alors qu'ils sont restés stables en Allemagne. Et en fait, aujourd'hui, la Grèce se retrouve avec une impasse, puisque son industrie n'est plus compétitive par rapport aux autres pays. Et donc la solution aujourd'hui, c'est une solution à l'Argentine. C'est à la fois une restructuration de la dette, et là je suis d'accord avec vous, violente en Argentine, hein. Mais aussi une dévaluation. Bien sûr que ça a été violent, mais... 80% des codes de la dette. Oui, exactement. Mais alors, ça sera sans doute pas aussi extrême, sauf que si on continue dans cette voie-là et qu'on attend pendant trop longtemps et qu'on multiplie les plans et qu'on augmente la dette, on arrivera à une situation aussi violente qu'en Argentine. Et c'est pour ça qu'il faut faire vite. Pardonnez-moi, mais pour que ce soit bien clair pour tes spectateurs, quand vous parlez d'une situation violente en Argentine, c'était lors de la crise de 2001, ça veut dire quoi concrètement? Situation très violente parce qu'en fait la crise en Argentine a commencé en 98. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui. C'est que le pays de 98 à 2001 voit son PIB se réduire de 10% puisqu'ils avaient fait un lien entre le peso et le dollar. Puisqu'en fait c'était comme ça qu'ils avaient vaincu la surinflation. Le seul problème c'est qu'au bout d'un certain temps il y avait plus d'inflation en Argentine qu'aux États-Unis et donc du coup la compétitivité du pays s'est dégradée. D'autant plus que le Brésil avait dévalué à l'époque et donc l'Argentine s'est retrouvée dans une situation assez proche de celle de la Grèce avec une incapacité à exporter, une industrie qui n'arrivait plus à croître, qui n'arrivait plus à vendre à l'étranger. C'est qui s'est effondré. Et du coup, vous prenez des dollars, hein, la dollarisation. Mais ça ne règle pas le problème. Je voudrais qu'on redonne la parole à Petros Linardos. Petros Linardos, qui est responsable aujourd'hui de ce qui se passe en Grèce? Lim Angnok parlait tout à l'heure des problèmes de rentrée fiscale, hein, de fraude fiscale. On sait qu'il y a une économie parallèle en Grèce. On dit que le gouvernement grec a trafiqué les comptes, qu'il a dépensé plus que de raison. Est-ce que vous estimez, vous aussi, qu'il y a une grande part de responsabilité à la fois du gouvernement grec et des Grecs eux-mêmes? Écoutez, depuis 15 ans, on applique en Grèce des politiques d'orientation néolibérale, c'est-à-dire qu'on diminuait la taxation des entreprises, la taxation des revenus élevés. L'État n'avait plus suffisamment de revenus et devait développer l'économie et soutenir l'activité économique par l'emprunt. Il y a eu donc pendant les 15 dernières années une redistribution des pauvres vers les riches, des revenus. Et comme ça, pour que le développement du pays continue, il y a dû avoir un endettement. Bon, et en plus, on a subventionné les entreprises avec de l'argent, notamment européen, pour qu'elles deviennent plus compétitives. Mais comme on les subventionnait un peu de trop, elles sont restées à ce qu'elles savaient faire, elles sont devenues moins compétitives. Et on a maintenant le déficit qui est un des grands problèmes. C'est les politiques néolibérales qui nous ont conduits à la situation actuelle. Et on répète maintenant cette orientation pour essayer de nous sortir de la crise. C'est absolument absurde. Et ça, il faut noter que la Commission européenne savait très bien
que l'argent qui était envoyé en Grèce était jeté par les fenêtres, n'était pas utilisé pour des investissements productifs, n'était pas utilisé pour la formation, mais était distribué par des réseaux clientélistes. La Commission le savait. J'étais, moi, pendant des années dans des comités de suivi de programmes européens où on leur disait exactement ce qui se passe, mais ils refusaient de nous entendre. Et maintenant, bon, on est étonné que... Oui. Alors, voilà, exactement. Je dois... Oui, j'aurais laissé la parole à Lim Ong-Nok, justement, qui vous réponde, Petros Linardos, puisqu'il est député européen. Est-ce que Bruxelles n'a pas une part de responsabilité? Ce que dit en tout cas Petros Linardos, c'est-à-dire qu'on donne des subventions, on donne de l'argent à la Grèce, mais finalement, il n'y a pas de suivi. On ne sait pas où va cet argent. C'est quand même un gros problème, ça, non? Mais dans cette affaire, le gouvernement Papandréou fait le sale boulot, si vous voulez. Et moi, je parle de la responsabilité là, de Bruxelles. Oui, non, mais vous me parlez du gouvernement. Mais je vais vous répondre. Le gouvernement Papandréou hérite d'une situation où ses prédécesseurs avaient quand même creusé sacrément les déficits. Bon, il y avait des problèmes de fraude fiscale, tout le monde le sait. Et là, ils arrivent avec un programme de gauche, et ils sont obligés de tourner kazakh parce que les institutions européennes leur mettent le couteau sous la gorge, leur sommant d'appliquer des politiques d'austérité, faute de quoi on ne viendrait pas à leur secours. Alors... Mais vous êtes député européen et quand on écoute Petros Linardos, il dit c'est très bien, la Grèce a bénéficié, etc., de subventions, d'argent de l'Union européenne, mais l'Union européenne donne de l'argent, mais il n'y a pas de suivi. Papandréou, parce que là, depuis qu'ils sont là, ils reçoivent de l'argent pour faire des politiques d'austérité. C'est pas recevoir de l'argent pour faire de l'investissement. Oui, l'argent qu'ils reçoivent, c'est pour gérer les affaires courantes, privatiser leurs entreprises publiques et ensuite essayer de dégager un petit solde pour rembourser la dette. Mais comme ils tuent la croissance en faisant ça, ils n'y arriveront jamais. Alors, aujourd'hui, il y a un suivi et les aides européennes dans le cadre des fonds structurels du budget communautaire ne servent absolument pas à financer la politique industrielle aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu des problèmes auparavant, mais c'était avant que les socialistes n'arrivent, où les projets étaient sans doute mal gérés par l'administration précédente. Laurent Passol. Oui, je pense qu'il y a aussi le problème de l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette monnaie unique en fait, a permis à la Grèce d'avoir des taux trop bas en fait, pendant les années 2000. Donc du coup, ils pouvaient emprunter parce que les taux étaient décorrélés de la situation réelle de l'économie grecque, alors qu'en fait, s'ils avaient eu le drachme, certes, les taux auraient été plus chers, mais ils auraient donc dû sans doute faire davantage attention, ils ne seraient sans doute pas aussi dans l'impasse dans laquelle ils sont. Et s'ils avaient aussi le drachme aujourd'hui, ils pourraient dévaluer et en fait s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, la variable d'ajustement qu'impose l'euro, c'est le chômage, c'est la baisse des salaires. Aujourd'hui, l'euro impose une grande régression sociale pour qu'on maintienne la monnaie unique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il est en train de vous expliquer qu'il faut sortir de l'euro. Oui, non, mais j'ai bien compris. Je vous remercie. Je vais le dire en termes techniques pour pas que ça se voit. J'ai bien compris. C'est ça que ça veut dire. J'ai bien compris, merci. Mais justement, et je ne peux pas croire que Sofiane abondera dans ce sens-là, le connaissant. Absolument, et si, mais c'est vrai, ce que vous dites. Mais en même temps, si on était dans le contexte de la drachme, elle aurait été une variable d'ajustement pour le manque de compétitivité de la Grèce. Mais en même temps, on aurait pu avoir un scénario à la islandaise où la devise est massacrée sur les marchés d'échange, un peu à l'instar du franc français ou de la lire en 92 lorsque George Soros et son fonds spéculatif ont attaqué les devises. Donc l'euro a été un formidable amortisseur que l'Islande n'a pas connu. Je vous remercie de parler de l'Islande justement parce que c'était exactement ce qu'on disait il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, quand l'Islande est entrée en crise, on disait voilà, l'euro a protégé l'Irlande par rapport à l'Islande. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse. Aujourd'hui, l'Islande est en train de se redresser. Paul Krugman a fait un certain nombre de papiers qui vantent justement le modèle islandais par rapport au modèle irlandais et l'euro. Et donc aujourd'hui, il y a des économistes qui disent que justement être en dehors de la monnaie unique aide à sortir de la crise. Il n'est pas d'accord, Sofiane Aboura. Il va vous répondre dans la deuxième partie du débat. Faut-il sortir de l'euro? Laurent Passol le pense, Sofiane Aboura non. Vous nous donnerez votre point de vue. C'est la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie avec ces questions. Faut-il donc sortir de la zone euro après les grosses difficultés financières de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal? À quel tour la France est-elle menacée? On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.